À 16h45 sur LCI, bienvenue, c'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir très largement à cette opération de sauvetage réussie de ce pilote américain éjecté en Iran. Vous saurez tout de ces 36 heures de mission et des moyens déployés avec notamment ces fameux hommes de la SEAL Six, l'unité spéciale qui a notamment été envoyée pour éliminer Oussama Ben Laden. Est-ce le succès de Donald Trump dans cette guerre ? Alors que le président américain laisse encore 24 heures à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz, vous verrez la réponse iranienne immédiate en frappant notamment les pays du Golfe. Mais d'abord, écoutons le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui félicite ces dernières heures Donald Trump pour cette opération de sauvetage réussie pour ce pilote. Félicitations, monsieur le président Trump. Tous les Israéliens se réjouissent de l'incroyable sauvetage du courageux pilote américain par les guerriers intrépides des États-Unis. Cela prouve que lorsque les sociétés libres mobilisent leur courage et leur détermination, elles peuvent affronter des obstacles apparemment insurmontables et vaincre les forces des ténèbres et de la terreur. Cette opération de sauvetage réaffirme un principe sacré: personne n'est laissé pour compte. Il s'agit là d'une valeur commune qui s'est manifestée à maintes reprises dans l'histoire de nos deux pays. Et pour décrypter cette opération spéciale, j'accueille mes invités, le colonel Michel Goya, bonsoir, consultant militaire LCI. Elisabeth Shepard-Selam est toujours avec nous, bonsoir, maîtresse de conférence et directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste défense et franco-américaine. Marc Semo est également avec nous, bonsoir, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge et auteur de ce livre 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Emmanuel Véron est également avec nous. Bonsoir Emmanuel, docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Et puis Édouard Kuckerman est avec nous. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ancien négociateur, ancien officier négociateur, unité de négociation en situation de crise et de prise d'otages et ex-porte-parole de l'armée israélienne. À 17h, invité exceptionnel notamment Olivier Pallier, ancien pilote chasse qui a dû s'éjecter notamment d'un Mirage 2000 il y a plusieurs années. Il nous racontera son témoignage et sa vision de cette opération de sauvetage pour secourir ce pilote américain. Mais d'abord, cette annonce faite par Donald Trump, il était 6h du matin en France, minuit aux États-Unis, lorsque le président américain annonce à ses compatriotes que ce pilote américain a été sauvé. Regardez cette déclaration sur son réseau social Truth. On l'a retrouvé, annonce Donald Trump. L'armée américaine a mené l'une des opérations de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire pour venir en aide à l'un de nos incroyables officiers. Et il continue, ce pilote est désormais sain et sauf, il est gravement blessé, information importante, mais extrêmement courageux. Et surtout cette phrase, regardez, nous n'abandonnerons jamais un combattant américain. Voilà pour cette déclaration de Donald Trump, mais évidemment, le récit de cette opération de sauvetage, minute par minute, on va le voir avec vous, colonel Michel Goya, parce qu'on a beaucoup de choses à analyser, et notamment cette première difficulté durant cette opération spéciale pour l'armée américaine, c'est le terrain accidenté dans ces zones montagneuses de l'Iran. Oui, on voit d'abord la région où ça se trouve. C'est quand même au cœur de l'Iran, pas très loin de l'Irak, mais c'est quand même au cœur de l'Iran, ce qui pose problème. Il faut rappeler que cet avion, ce F-15, c'est un avion biplace, donc il y a 2 membres d'équipage qui ont été obligés de s'éjecter. Le premier a été récupéré dans une première mission de sauvetage assez rapide, qui n'a pas été sans difficulté, il faut quand même le rappeler. Il y a 2 hélicoptères qui ont été touchés, il y a un avion A-10 d'appui qui lui-même a été touché, et le pilote a été obligé de s'éjecter lui aussi, mais au Koweït. Mais au bout du compte, cette mission a été rapide et c'est bien terminé. Et puis la deuxième mission, pour récupérer le navigateur ou l'officier de système d'armes qui était éjecté dans cette zone. Et on le voit, à partir du moment où il a été éjecté, comme il est normal en réalité, il s'est éloigné le plus possible. Alors, bien comprendre que quand on est éjecté, c'est quand même un choc. L'arrivée au sol, c'est souvent un choc aussi, dans une région également difficile. Mais il a réussi à s'éloigner de la zone d'environ 5 km pour pénétrer, pour monter dans une montagne, se mettre à l'abri. Et là, alors c'est plus facile pour lui évidemment pour se cacher. Et la difficulté est que aller le chercher aussi dans cette zone montagneuse, c'est compliqué. Donc, en montage d'une deuxième mission
de sauvetage. Donc là, on voit une première mission où on a des hélicoptères. Ça, c'est une mission classique avec des hélicoptères qui sont ravitaillés, on le voit en vol. Donc ça, c'est la mission classique. Ça, c'était hier. Ça, c'était hier. C'est la première mission. La seconde mission est un peu plus compliquée. Elle était un peu plus à l'intérieur. C'était en zone montagneuse. Et puis surtout, il n'y a plus du tout de surprise. C'est-à-dire que là, il y avait des forces iraniennes dans toute la région, dans tout le secteur. Donc c'était beaucoup plus compliqué. On avait préféré attendre de nuit pour profiter de l'avantage de la technologie pour monter une opération avec des avions, des C-130, donc c'est des avions tactiques voilà, on en voit un exactement magnifique. Comme ici. Exactement. À quoi ça sert un C-130? C'est un avion de transport dit tactique, c'est-à-dire qu'il peut se poser dans des zones qui sont assez difficiles. Et donc l'idée, c'était d'amener 2 avions C-130 dans ce qu'on appelle une base temporaire, une zone où on peut se poser, qui a peut-être été reconnue avant par des commandos, si vous voulez. Et pourquoi des C-130? Parce que ces C-130, ils peuvent amener des hélicoptères, des petits hélicoptères, les Little Bird, des MH6, qui eux n'ont pas l'autonomie pour y arriver tout seul, hein, donc il faut le transporter par avion. Donc on les voit, ces MH6 Little Bird. Et c'est avec ces engins-là que les Navy Seals, a priori, sont allés récupérer le navigateur qui était dans la montagne. Donc c'était à peu près à 10 km de là, aller le récupérer. Dans une zone, c'était de nuit, mais l'ennemi a été rapidement averti. Donc il a fallu très vite combattre pour aller récupérer ce pilote, le ramener sur la base temporaire. Et à partir de là, s'apercevoir que de toute façon, les avions C-130 étaient enlisés, ne pouvaient plus décoller. Heureusement, il y avait des éléments qui étaient en réserve. En réserve, on avait prévu des avions qu'on appelle les Dash 8, qui sont plus petits, qui peuvent se poser également et qui ont pu se poser, récupérer tout le monde. Il y avait peut-être une centaine de membres sur la zone, hein, entre les membres d'équipage, les commandos, récupérer tout le monde dans ces avions. Et puis, les 2 C-130 et au moins 2 hélicoptères Little Bird ont été laissés sur place parce qu'on ne pouvait pas les ramener et ils ont été détruits dans la foulée par les Américains. Et on verra justement les images. Merci beaucoup, colonel, pour ces explications. C'est toujours impressionnant de voir ces moyens qui ont été déployés. Votre analyse, Edward Kuckerman, d'abord sur cette opération de sauvetage. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'éclat américain ou il s'agit presque du miracle ? Je pense que les forces spéciales américaines ont l'habitude de ce genre d'opération. Il y a également eu une coopération qui a été, d'après le média Iran International, il y aurait 2 unités spéciales de l'armée israélienne qui étaient également présentes, la Seret Matkal et l'unité de Shaldag. D'ailleurs, Trump a remercié les forces israéliennes. Donc, je pense qu'il y a des gens très expérimentés qui ont l'habitude de ce genre d'opération. Malheureusement, en Israël, on a beaucoup d'expérience en la matière et les Américains l'ont également. Marc Semo, votre analyse, lorsque vous avez lu, j'imagine, comme nous tous ici, ces récits dans les papiers, notamment la presse américaine, sur cette opération de sauvetage. Vous avez été étonné ou au contraire, vous vous êtes dit, on le sait, l'armée américaine, elle est préparée pour ce type d'opération? Oui, l'armée américaine est préparée. Ensuite, c'est quand même joué à beaucoup. Et c'est peut-être ça la principale leçon. Alors oui, jamais l'armée américaine, comme d'ailleurs l'armée israélienne n'abandonne l'un des siens, on l'a vérifié, c'est un incontestable succès. Hein, comme on en parlait déjà plusieurs fois sur ce plateau, il y aura un film bientôt sur le sujet, et le contraire aurait été une terrible défaite, humiliante et tout ce qu'on veut. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir justement qu'est-ce qu'il va se passer dans la tête de Donald Trump, qui, comme chacun sait, fluctue souvent. Est-ce que il va être galvanisé comme après l'opération sur Caracas et l'enlèvement de Maduro, ou est-ce qu'il verra et parce que bon, voilà, une opération seule est possible. Un autre élément, c'est qu'apparemment, il y a eu quand même des complicités sur zone dans cette région qui est une zone arabe, qui a toujours été assez rétive au pouvoir central, donc qu'ils auraient aidé en partie, d'une manière ou d'une autre, les Américains, ce qui explique aussi d'ailleurs l'appel du gouverneur de la province avec une $30 000 une récompense à la clé. De récompense à la clé. Ou bien, au contraire, ça va lui dire, voilà, ça va le convaincre que quand même on est dans une situation très difficile et donc de continuer, mais sans même penser à faire des opérations au sol autres que ponctuelles. Elisabeth Shepard-Selam, ce qui étonne
au-delà de cette opération, et j'imagine de la complexité d'une telle opération, c'est ce déploiement militaire. On parle quand même de plusieurs avions de récupération. Le colonel Michel Goya nous parlait notamment de ces C-130. Il y a également des hélicoptères, une centaine de soldats pour aller récupérer. Alors, un seul homme. Alors, il y a deux choses. D'abord, cette tradition dont Marc faisait part, on ne laisse personne derrière. Au-delà de cette tradition militaire, il y a aussi politiquement, il fallait pas avoir un soldat américain capturé par les Iraniens, baladé devant les caméras, non seulement pour ce soldat, et c'était pour les militaires le plus important, c'était récupérer leurs camarades bien évidemment, mais pour cette administration qui n'avait pas forcément bien expliqué au peuple américain le pourquoi du comment, et plus généralement pour la suite de la guerre, avoir un soldat américain entre les mains des Iraniens aurait été problématique en termes d'opinion publique. Il y a déjà beaucoup on va dire, notamment des républicains, des questionnements sur le fait qu'il a peut-être pas expliqué, comme on a pu voir dans le passé, des présidents expliquer le pourquoi du comment et comment ils allaient procéder. Emmanuel Véron, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément d'informations quelques heures après cette opération, justement, sur la manière dont elle s'est déroulée. On s'interrogeait tout à l'heure cet après-midi avec Nopal Misraki notamment sur vraiment le nombre d'informations, presque secret défense, quelques heures seulement après cette opération. Oui, et je pense qu'il y a un sujet qui est lié aux opérations américaines ou israélo-américaines. C'est-à-dire c'est l'échelle des moyens. On est fondamentalement là sur la conduite de la guerre par les forces américaines, c'est-à-dire c'est beaucoup d'avions, vous l'avez rappelé, beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de troupes, de forces spéciales, des points d'appui, de forces logistiques autour des opérations spéciales, etc. Mais moi, je voudrais revenir sur un point particulier. S'il y a eu succès de cette opération, avec toujours une part de chance, en fait, toujours un peu de bol, quoi, si je puis dire. Même si les gens sont très entraînés, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, etc. Toujours il y a un côté un peu croiser les doigts et que ça passe et que ça marche. Ce qui est important à comprendre, c'est le fait que dans les opérations militaires, la planification avait intégré ces groupes-là, avait intégré la possibilité qu'il y ait des pertes au sol, qu'il y ait des gens à les récupérer dans des situations extrêmement complexes, etc. Ce que je veux dire, c'est que depuis le mois de janvier, le déploiement des forces américaines, vous savez, les groupes aéronavals, quelque part dans mer d'Oman, etc., les forces aériennes, les forces terrestres, etc., eh bien, il y avait une partie qui était d'anticiper la possibilité de la situation que l'on suit depuis 36 heures ou 48 heures, et qui conduit à ce succès, qui conduit à la récupération d'un pilote, puis de 2 pilotes crashés, etc., d'une manière assez sophistiquée, et qui rappelle d'autres opérations spéciales américaines, notamment dans d'autres registres, par des unités identiques de SEALs, l'enlèvement de Ben Laden et son élimination en 2011. Et on reviendra justement sur cette unité et la spécificité de ces hommes qui sont entraînés justement pour ce type d'opération. L'image que vous voyez en haut à droite, vous le voyez, ce sont les images des carcasses des appareils qui sont restés sur place après cette opération de sauvetage. Alors évidemment, il y a une double version, on y reviendra juste après, notamment la version iranienne, puisque l'Iran affirme avoir détruit ces appareils. Les Américains disent au contraire qu'ils les ont détruits justement pour ne pas les laisser à l'Iran. Mais colonel Michel Goya, ça montre quand même ces images. Alors évidemment, on voit presque les carcasses fumantes C'est une opération qui était délicate. Ces hommes, ils ont risqué leur vie quand même bien sûr. Cette nuit. Ah non, mais c'était une opération un peu sur le fil de rasoir. Il aurait suffi de pas grand-chose pour que ça se termine en catastrophe. On l'a vu, il y a toujours des grains de sable, si j'ose dire. Là, vous avez les deux avions qui se posent, ils peuvent plus décoller. Heureusement, et donc ce qui montre bien que aussi l'expérience quand même unités, il y avait des unités les Dash 8, les fameux qui étaient prévus en attente. Mais si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce qui serait passé ? Tous ces gens-là se seraient retrouvés bloqués à terre, très vite encerclés, et ça aurait été terminé en catastrophe. Si justement ils se retrouvent coincés, et s'il n'est plus possible même de poser, même les Dash 8, s'il n'est plus possible de les poser parce qu'il y a trop de densité de défense antiaérienne tout autour et qu'ils se retrouvent bloqués, c'est une catastrophe. Donc c'est toujours des opérations sur le fil du rasoir. Et donc quand ça réussit,
Et ça a réussi. Alors, il y a beaucoup de casses, évidemment, matériels, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Et donc, quand ça réussit, d'abord, il y a un énorme soulagement. Et donc, on en profite aussi, et c'est tout à fait normal pour mettre en avant tous ces gens-là qui ont fait une mission extraordinairement audacieuse et très courageuse, pour le coup. Donc, ça, c'est tout à fait légitime. Puis après, il y a aussi une exploitation qui en est faite médiatiquement, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça devient une victoire. Vous savez, dans cette guerre, il n'y a pas beaucoup de victoires que les Américains... Alors, ils peuvent dire, voilà, on frappe, on a détruit tel truc. Ils peuvent donner des chiffres, mais ça reste très abstrait, quoi. Là, on met de l'humain dedans. Il y a de la vie des gens qui sont en question. Et là, donc, c'est de vraies batailles. Et ça prend tout de suite un autre relief. Si ça avait été une catastrophe, l'impact aurait été considérable sur cette guerre, alors que c'est quand même malgré tout un petit engagement. Et là, heureusement, c'est une victoire. Donc là, c'est un coup d'éclat. C'est une victoire. C'est une première victoire que peut présenter Donald Trump dans cette guerre. Ça change pas le cours de la guerre, ça le fait évoluer, mais il a quelque chose à présenter aux Américains. Et ça peut changer beaucoup dans la perception qu'ont le public américain de cette guerre. Edouard, comment vous êtes d'accord? C'est une victoire pour Donald Trump? Je pense que ce genre de scénario est prévu à l'avance. Il faut se rappeler qu'il y a eu 13 000 interventions aériennes américaines et un nombre à peu près similaire du côté israélien. Donc sur à peu près 25-26 000 interventions, le fait qu'il y ait un incident comme celui-là, c'est quand même pour les Américains et pour les Israéliens un grand succès. Au niveau de l'opération aérienne, c'était quelque chose qui était peu probable. Et donc, ça arrive. Heureusement, les forces américaines et israéliennes sont prêtes dans ce genre de scénario. Mais, de manière générale, le déploiement des forces aériennes américaines et israéliennes sont considérés pour beaucoup, en tout cas en Israël, comme quelque chose qui était inimaginable avant le début des combats. Marc Semo. Non, c'est juste effectivement sur l'ampleur des opérations aériennes. Mais là, ce qui est important dans cette victoire, ce qui rend le symbole d'autant plus fort, c'est que c'est une victoire au sol. C'est-à-dire à un moment où on évalue, est-ce qu'il y aura... Alors, tout le monde exclut une invasion à grande échelle, mais finalement, on est un peu dans l'impasse. Est-ce qu'il faudrait débloquer d'une manière ou d'une autre le détroit d'Ormuz, etc., où on reparle d'opérations ponctuelles au sol? Cette opération, même si elle s'est jouée sur le fil du rasoir, comme dit très bien le colonel, elle montre que c'est possible d'agir au sol et même qu'on peut avoir des complicités sur place avec des gens qui sont à ce point contre le régime, qui seraient prêts à collaborer à des opérations. Donc là aussi, ça renforce encore plus le symbole et en plus, je terminerai juste là-dessus, elle est incarnée. Alors le colonel, on ne sait pas il est blessé, on ne sait pas jusqu'à quel point elle est, mais bientôt, elle aura un visage. L'histoire de ces deux aviateurs aura un visage. Exactement, parce qu'on parle de cette opération, mais il faut parler de ce pilote qui est resté 36 heures dans la nature en Iran, dans un territoire hostile évidemment, avec des Iraniens qui le cherchaient, et justement pour percevoir peut-être cet état d'esprit, on est en ligne avec Olivier Payette. Bonjour, vous êtes un ancien pilote de chasse de Mirage 2000. Vous êtes notamment, je crois, juste à côté de la base aérienne, l'ancienne base aérienne de Dijon. Alors, pourquoi vous êtes invité? Pourquoi vous nous faites le plaisir de venir ici? Parce que vous avez vous-même dû vous éjecter un jour de votre Mirage 2000. Je rappelle que vous avez plus de 37 années d'expérience dans l'armée, notamment 27 ans comme instructeur d'avions de chasse notamment. Vous avez piloté des Mirage 2000, vous avez piloté des Alpha Jet et vous avez donc dû vous éjecter un jour d'un Mirage 2000. D'abord, la première question sur votre état d'esprit quand vous voyez cette opération. Quel est votre regard sur cette opération de sauvetage? Mais cette opération, en fait, de mon point de vue, est une énorme réussite militaire, puisque l'équipage a été récupéré, que ce soit le pilote ou le navigateur. Même si le navigateur a été récupéré quelques jours après, on peut même mettre les procédures sur un énorme succès. C'est vraiment fantastique. C'est l'unité américaine, très certainement aussi avec des alliés, qui a œuvré pour la réussite de cette mission. Et récupérer un pilote sur un théâtre d'opération qui vient de s'éjecter, même si c'est quelques jours après, c'est fantastique parce qu'il s'est pas fait prendre par l'ennemi et il est sain et sauf. Même peut-être s'il a été blessé par son éjection, c'est fantastique. Olivier Payet, vous êtes un ancien pilote de chasse. Par quels états d'esprit, je le mets même au pluriel, a-t-il pu passer ce pilote pour rester 36 heures comme ça dans la nature? Alors, je pense que ça a dû être un moment extrêmement stressant. Déjà, le fait de s'éjecter, de sortir de cet appareil, c'est un traumatisme, puisque c'est ultra violent. C'est une expérience que j'ai vécue et je peux en parler aujourd'hui. C'est vraiment ultra violent, mais on s'en sort. On est vivant.
on peut être blessé. C'était le cas du navigateur. Donc, il arrive en bas où, dans mon cas, moi, j'étais en temps de paix. Donc, l'aventure s'est arrêtée là. Or, pour lui, il y a un énorme stress, c'est de se faire attraper. De se faire attraper avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire que, bon, il peut se faire descendre, effectivement, et il faut en être conscient, mais aussi, il peut se faire capturer, torturer. Donc, en tant que pilote de chasse, on est formé à tout ça, mais entre vivre une formation et le vivre en réel, c'est complètement différent. Donc le stress a dû être extrême pour lui, il a dû se déplacer, se cacher, et puis surtout prendre contact avec les forces alliées pour pouvoir trouver un point de rendez-vous pour être ensuite récupéré par un moyen quelconque. Alors tout ça, ce sont des procédures qu'on apprend au quotidien et qu'on révise tout au long de notre carrière de façon récurrente, quasiment quotidienne. Alors évidemment, il y a l'expérience, il y a l'entraînement, Olivier Payette, mais il y a également l'instinct de survie, parce que je rappelle que ce pilote, il est grièvement blessé, et d'après les premières informations, il a dû notamment traverser une zone hostile, il a dû ramper, peut-être marcher, les informations peut-être nous parviendront, mais c'est l'instinct de survie qui prédomine dans ces moments-là? Oui, l'instinct de survie est vraiment là. Lorsque je me suis éjecté, je suis sorti à peu près 10 secondes avant l'impact. Et effectivement, malgré qu'on soit formé à cette éjection de façon quotidienne, mensuellement, on fait un simulateur de vol où on s'éjecte, on simule l'éjection. Eh bien, en fait, dans mon cas, c'est l'instinct de survie qui m'a fait sortir de l'avion en dépit de tout ce qui pouvait se passer sur l'avion et où il allait tomber. Malgré les états d'esprit que j'avais, enfin l'état d'âme que j'avais à ne pas laisser tomber mon avion sur des maisons, etc. Donc oui, l'instinct de survie déjà pour l'éjection, mais l'instinct de survie après pour ne pas se faire prendre, parce que bien là, faut bien imaginer tout ce qui peut se passer si on se fait attraper. Je rappelle votre livre, Olivier Payette, Résilience et mental de combat. Évidemment, le mental, la résilience est au cœur justement, j'imagine, de ces entraînements. Mais lorsqu'on vit ce moment en vérité et dans la vraie vie, je pense que c'est différent. Question sur l'opération, est-ce que ce pilote savait qu'il allait être récupéré, en tous les cas que ses collègues étaient venus le chercher? Oui, bien évidemment, c'est une des conditions. C'est quand on part en mission de guerre, c'est de savoir qu'on va pouvoir être récupéré à un moment donné si d'aventure ça se passe mal. Donc, ce sont des procédures qu'on briefe, même pendant le briefing de la mission de guerre. On a la mission opérationnelle qu'on va briefer, mais on briefe aussi la procédure qui va nous permettre d'être récupérés en cas de... On embarque à bord des codes, on embarque à bord des moyens de communication, et c'est ces outils-là qui vont nous permettre d'être récupérés en cas de... Donc oui, c'est systématiquement briefé avant chaque mission. Olivier Payet, vous restez avec nous. Emmanuel Véron, c'est quand même... on imagine l'état d'esprit ou les différentes étapes qu'a dû vivre ce pilote pendant 36 heures quand même. Oui, complètement. Le pilote de chasse l'expliquait. En fait, il y a le premier volet qui est celui de la formation. C'est-à-dire que les pilotes de chasse dans toutes les armées du monde, en particulier les armées qui font la guerre, qui sont très opérationnelles, comme l'armée américaine ou l'armée française, sont particulièrement entraînés à ces situations-là. Et il y a bon nombre de précédents d'éjection et de se retrouver dans un terrain hostile, dans un terrain ennemi. Donc il y a tout un corpus, si je puis dire, dans la formation des pilotes sur cette situation-là. Donc il y a une préparation mentale, il y a même, je veux dire, une préparation physique. Vous entraînez à de la survie, et pendant X heures, X jours, etc., dans des milieux hostiles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est malgré tout la rapidité de la réaction des forces américaines pour chercher le pilote et le navigateur, c'est-à-dire son copilote. Parce que finalement, l'opération globale a duré à peu près 36 heures, ce qui est assez rapide. Grande phase, très longue probablement pour l'Américain qui est au sol, mais ça, c'est assez rapide. Ça a été fait, plié en moins de 2 ou 3 jours, cette affaire. Donc il y a le volet formation, le volet encadrement psychologique pour tenir et savoir réagir et savoir ce qu'il faut faire à peu près dans des milieux, c'est-à-dire se protéger, de se dissimuler, etc., communiquer avec des moyens qui leur sont propres, avoir une arme, souvent une arme de poing, pour se défendre en cas de besoin, si jamais il y a besoin. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas d'information qui file comme quoi
il aurait fait usage de son arme, mais il a pu être localisé, il a pu être positionné dans un endroit pour être récupéré et être après transféré de l'autre côté. Colonel, rapidement, est-ce que il pouvait rester un peu plus longtemps dans cette zone, qu'il lui restait quelques heures, un jour, 2 jours? Écoutez, le record en la matière, c'est le pilote O'Grady en 1995 aussi, qui a été abattu, qui est resté pendant 6 jours. En Bosnie. En Bosnie, oui. Et donc, mais au bout de 6 jours, il était quand même un peu, il était en limite, quoi. Là, il a été vraiment en mode survie, à manger à peu près tout ce qui était possible de manger, sachant que, voilà, très concrètement, ce qui manque le plus, c'est de l'eau. Hein. Alors, il était équipé d'une éponge, de ce que j'ai compris, pour justement. Mais à mon avis, dans la zone où il était, il ça ne devait pas y avoir beaucoup d'eau, quoi. Donc, c'est très concret. Hein. Donc, il y a un potentiel de quelques jours. Alors après, notre possibilité, c'est qu'il soit recueilli par des gens sur place, et puis après, effectivement, là, il peut rester un certain temps, voire même être exfiltré de cette sorte. Mais généralement, c'est une question de jours. Et donc ça, c'est maximum, quoi. C'était une question d'heures, donc pour le récupérer. Oui, il faut rajouter un élément qui complique la chose, c'est qu'il y a eu 2 opérations, en fait. Quand même pas, il faut le rappeler, quoi. Oui. Déjà, une opération, c'est compliqué, mais quand on devait en organiser 2 simultanément, ça multiplie la complexité de manière exponentielle. Et justement, on poursuit la discussion juste après la pause, parce qu'on va évoquer ces fameux SEAL 6, justement, qui ont permis de récupérer ce soldat, parce que vous voyez, on les connaît très bien aux États-Unis, parce qu'ils ont notamment aidé à éliminer Oussama Ben Laden. Restez avec nous. À la suite de votre grand dossier consacré largement à cette opération de sauvetage réussie de la part de l'armée américaine pour récupérer son soldat cette nuit éjecté en Iran, chaque minute, plus les minutes passent, plus on en apprend un petit peu plus justement sur cette opération, avec notamment le déploiement d'une unité très particulière pour récupérer ce soldat. C'est l'unité SEAL 6. Pourquoi on vous en parle dans le grand dossier ce soir? Parce qu'elle est connue, très connue même, cette unité. C'est Pierre Barbin qui nous a rejoint. Bonsoir Pierre, pour en parler. De quoi s'agit-il? Quels sont ces hommes précisément? Oui, son nom précisément d'abord, Navy SEAL Team 6, considéré en fait comme l'élite de l'armée américaine. Ils peuvent opérer sur tous les terrains, vous le voyez sur ces images, sur terre, dans les airs, en mer. Unité ultra secrète qui opère donc sur les missions les plus sensibles, notamment, vous allez le voir, la libération d'otages, la capture de cibles ou encore la lutte contre le terrorisme, raison pour laquelle ils ont été déployés en Iran pour retrouver ce pilote du F-15 abattu vendredi. Je parlais d'unité d'élite car le recrutement est extrêmement difficile. Les tests physiques et entraînements qui suivent sont très poussés. Pendant longtemps d'ailleurs, cette unité n'était réservée qu'aux hommes, mais ce n'est plus le cas depuis 2016. Alors depuis quand existe cette unité? Alors souvenez-vous, hier, ici même sur ce plateau, on parlait du traumatisme américain avec ce qu'il s'est passé à l'ambassade américaine de Téhéran en 1979 et ce qui avait suivi quelques mois plus tard avec l'opération de sauvetage qui avait tourné au fiasco. Eh bien, cette unité a été créée suite à ce fiasco à Téhéran. Dans les années suivantes, eh bien, l'unité Navy a connu de nombreux succès. Le plus marquant, vous allez le voir, en 2011, au Pakistan, 23 soldats de la Navy SEAL 6 appréhendent et tuent Oussama Ben Laden. Ils sont donc aujourd'hui perçus comme des héros aux États-Unis, mais leur méthode est parfois contestée. D'anciens membres de l'unité eux-mêmes ont dénoncé à plusieurs reprises une violation des droits de l'homme, comme des actes de torture, par exemple, sur certains prisonniers. Merci beaucoup Pierre Barbin pour ces explications. Colonel Michel Goya, il n'y avait que ces hommes pour pouvoir la récupérer, ce pilote, cette nuit? Alors, c'est juste quelques précisions, c'est-à-dire que d'abord SEAL, ça veut dire Sea Airland, hein, ça veut dire qu'ils sont capables d'être employés partout. Partout, sur n'importe quel, sur terre, en mer et en air. Voilà, il faut bien comprendre que chaque armée aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, a ses propres forces spéciales. Donc le niveau numéro 1 des forces spéciales dans l'armée de terre, c'est les Delta, qui étaient peut-être présents aussi dans cette affaire. Le niveau 2, c'est les unités, c'est les bataillons de Rangers et les bérets verts.
Et du côté de la marine, l'unité numéro 1, c'est la Team 6, l'équipe numéro 6. Et vous avez normalement, de mémoire, 7 autres équipes qui correspondent à nos commandos marines. Et puis les Marines aussi ont, en niveau 2 aussi, des bataillons de Raiders. Et tous ces gens-là sont en partie, en tout cas, présents sur ce théâtre d'opération, où ils servent évidemment de fer de lance. Dans les missions les plus complexes, évidemment, on utilise les Delta et les Six, avec peut-être, on l'évoque, des unités équivalentes israéliennes, le Shaldag, c'est une unité de l'armée de l'air, et Matkal, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les forces spéciales de l'US Air Force, les gens qui pilotaient les avions, ou de ce qu'on appelle l'aviation aux États-Unis, c'est-à-dire des hélicoptères qui étaient également sur place. Donc ça, au bilan, ça représente quand même beaucoup de monde. C'est une unité d'élite qui est chargée, qui va surtout d'effectuer des missions de raid. Or, on le voit bien dans cette guerre où il n'est pas question de mener des opérations de conquête terrestre à grande ampleur, où on va peut-être effectuer un certain nombre de raids aéroterrestres. Ces gens-là ont le premier rôle. Et ils ont pu notamment compter sur le soutien des renseignements américains, parce que d'après le New York Times qui nous l'apprend, et c'est très intéressant, la CIA serait intervenue dans cette opération de sauvetage, et elle aurait usé de la désinformation pour pouvoir leurrer les Iraniens. Alors ça, évidemment, ce matin, c'est aussi une des nouvelles qu'on apprend, que la CIA est capable justement de mener ce type d'opération. On est dans l'anecdote, ou au contraire, ça a vraiment été décisif dans cette opération, Emmanuel Véron? Oui, probablement, en fait, c'est voir l'opération dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un volet qui est très, cinétique, physique, d'aller chercher les pilotes et les navigateurs sur le territoire iranien. Donc, il va engager les troupes de forces spéciales, ce que Michel Goya vient de décrire parfaitement, et leurs équipements, les moyens de transport, etc., etc. Et à côté, il y a tout l'environnement informationnel et de renseignement. Je dissocie un petit peu les deux. Pourquoi ? Parce qu'informationnel, c'est d'avoir une action aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, etc. Les médias, les chaînes d'information en continu qui essayent de comprendre, de traiter, d'avoir une information, etc. Donc, les services spéciaux ont une action là-dessus. Et également sur du renseignement pur qui est via du satellite, via de l'électromagnétique, voire du renseignement humain de part et d'autre des rives du Golfe Persique, et puis éventuellement d'autres champs de renseignement et informationnel. Donc c'est l'ensemble de l'opération qui fait intervenir une agence comme la CIA, mais d'autres agences. La NSA dont on ne parle pas, qui est la grande agence américaine de renseignement technique, pour faire simple, et éventuellement d'autres agences. Il y en a presque une vingtaine d'agences aux États-Unis, c'est 17 ou 18, me semble-t-il, sous le contrôle d'Elisabeth, plus les opérateurs militaires des forces spéciales. C'est quelque chose qui est très sophistiqué, qui est très intégré et qui connaît donc plusieurs vecteurs. Marc Semo. Oui, juste un point. Cette désinformation, qui est un classique dans ce genre d'opération, était d'autant plus indispensable que beaucoup de choses étaient sorties tout de suite, notamment le fait qu'il y avait 2 pilotes, etc., etc., etc. Et donc, par rapport à ça, il était encore plus nécessaire de créer cette espèce de brouillard qui a permis et de laisser croire à cette exfiltration par terre, qui d'ailleurs en elle-même est un mensonge très intéressant de ce qu'il implique. C'est-à-dire le simple fait qu'on ait pu faire croire aux Iraniens qu'une opération d'exfiltration voie terrestre était en cours, c'est pas neutre. Ils sont tombés dans le panneau. Voilà, et ils sont tombés dans le panneau, donc ça veut dire que c'était vraiment crédible. Donc ça montre aussi leur manque de contrôle sur le territoire. Le fait qu'ils aient pu croire ça. Voilà. Avant de prendre la direction de Téhéran pour écouter cette version iranienne, parce qu'effectivement les États-Unis célèbrent cette victoire, en tout cas Donald Trump, on sent qu'il établit ça évidemment comme une victoire. De l'autre côté, en Iran, évidemment, on a une deuxième lecture. Elisabeth Shepard-Selam, juste un mot justement pour finir sur cette désinformation. C'est tout l'appareil sécuritaire, militaire qui s'est mis, on va dire, au diapason pendant quelques heures justement pour cette mission de sauvetage. Oui, tout à fait. Mais il fallait. C'est une opération qui, bien évidemment, demande ces forces spéciales qui ont des capacités hors normes, bien évidemment, mais pour qu'ils puissent faire ce boulot et ne pas. Et ce que disait le colonel Goya, il n'y a pas eu de perte d'hommes. Ça veut dire que les renseignements, que tout était bien programmé et qu'il y a eu cette intégration qui permette à ces hommes d'aller faire le travail et aussi de détourner l'attention des Iraniens pour permettre une opération qui est quand même très dangereuse dans une géographie et dans une région qui est très difficile aussi. Et vous avez vu, encore une fois, je montre ces images de débris de ces appareils américains qui sont restés sur place. Encore une fois, il y a 2 versions qui s'opposent, je le disais. D'un côté, selon les Américains, ces appareils ont été détruits en prévision pour ne pas être capturés
par les Iraniens. Et de l'autre côté, il y a la version iranienne. Et justement, on va prendre la direction de Téhéran. On retrouve notre correspondant RFI France 24 à Téhéran, Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh, parce que pour le régime iranien, il s'agit d'une défaite des États-Unis. Il s'agit d'un échec cuisant. Les responsables iraniens, les différents responsables iraniens qui sont intervenus n'ont pas parlé du sort de ce pilote donc de F-15 dont l'avion a été abattu il y a 48 heures de ça, donc dans le sud du pays. En revanche, sur le reste, il y a de plus en plus de précisions. Donc les forces spéciales américaines ont utilisé un aéroport qui n'était plus utilisé, et donc ont créé un camp arrière dans cet aéroport. Et là, selon donc les différents médias iraniens, les habitants de la région ont été immédiatement alertés, les responsables locaux et des forces de sécurité, les forces de garde de révolution sont arrivés sur place et ont encerclé toutes ces forces. Et c'est à ce moment-là que il y a eu donc au moins 6 appareils de guerre, de 2 avions C-130, 2 hélicoptères Black Hawk et 2 drones qui ont été touchés. Les drones dans le ciel, un drone Hermes 900 et un drone MQ-9, donc ce sont des drones parmi les plus modernes de l'aviation américaine, donc qui ont été abattus. On ne sait pas pour l'instant si les avions C-130 ont été abattus au sol, enfin touchés au sol, ou bien ils ont été touchés dans le ciel avant leur atterrissage. Il y a différentes vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux iraniens, mais on n'a pas de certitude, on peut pas le confirmer avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des combats rapprochés entre les forces iraniennes et les forces américaines, et les Iraniens parlent de 9 personnes tuées, de 8 personnes blessées. Il s'agirait de civils. On ne connaît pas le nombre exact de militaires iraniens touchés dans ces combats rapprochés entre les deux forces. Mais ce qui est certain, c'est que ici, mais aussi dans les médias américains depuis maintenant de quelques heures, on n'exclut pas, bien sûr, que des Américains, des soldats américains aient été blessés ou tués dans ces combats rapprochés. Et l'autre question qu'on doit se poser bien évidemment et qu'on se pose sur les réseaux sociaux, mais aussi désormais dans les médias américains, c'est les différentes versions données par Donald Trump. Dans un premier temps, dans son premier tweet, il affirme que le pilote de l'avion F-15 est sain et sauf et a été récupéré et donc sorti de l'Iran et donc se trouve sur une base américaine dans la région. Et quelques heures plus tard, il dit qu'il a été grièvement blessé. C'est-à-dire, en plus, il est grièvement blessé à quel moment? Lors de l'éjection de son avion. Ça veut dire qu'il a, tout en étant grièvement blessé, il a pu passer la nuit à une altitude de 2200 mètres. Il paie en ce moment, à cette période de l'année, à cette altitude, moins 15 degrés. Comment, en étant grièvement blessé, il n'est pas mort de ces blessures graves dont parle le président Trump? Est-ce que dans quelques heures, il va pas annoncer la mort de ce pilote parce que on peut pas tenir plus de 30 heures dans une telle situation en étant grièvement blessé. Et donc il y a des versions qui changent et qui évoluent dans les tweets, les différents tweets du président américain. Ce qui explique les moqueries des responsables iraniens, notamment du président du Parlement iranien, qui a affirmé dans un tweet sur le réseau X que avec trois opérations de telle sorte, avec de tels succès dans 3 opérations de telle sorte, et les États-Unis seront donc anéantis au bout de la 4e fois. Donc c'est pour cela qu'il y a des moqueries. L'Iran compare bien évidemment cette opération en superposant les photos de cette opération à Ispahan avec les photos de l'opération à Tabas. Il y a exactement 46 ans, à quelques jours près, puisque l'opération de Tabas, c'était le 24 avril 1980, et on voit les mêmes images, les mêmes destructions, les mêmes appareils qui rappellent aux yeux des Iraniens donc l'échec de l'opération qui avait été menée à l'époque pour sauver et faire sortir les diplomates iraniens qui avaient été pris en otage à l'ambassade américaine à Téhéran.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour ces questions qu'on se pose notamment dans la capitale iranienne et ces comparaisons avec l'histoire. Olivier Payet, vous êtes toujours avec nous, ancien pilote de chasse. Une dernière question sur l'état d'esprit de ce pilote. Est-ce qu'il savait qu'il pouvait être une cible ou en tous les cas recherché par les Iraniens pendant ces 36 heures ? Oui, effectivement, il est forcément au courant. Vous avez parlé de cellules de renseignement. On a dans les escadrons de combat une cellule de renseignement et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on part en vol, on a déjà un plan d'évasion. On a un plan qui est prévu avec des procédures bien précises. Donc lorsque on s'éjecte, on sait déjà exactement ce qui va nous arriver, on sait exactement ce qu'il faut faire, on est formé pour ça et donc on va tout mettre en œuvre pour se coller au plan. Et même si on est grièvement blessé, vous avez parlé tout à l'heure de l'instinct de survie, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu et pour l'avoir, alors juste par l'éjection, pas par le théâtre d'opération en pays hostile où on tombe chez des méchants, l'instinct de survie va faire que vous allez décupler vos forces et je parle dans mon livre du mental de combat, c'est complètement ça, ce sont des années de formation, d'expérience qui permet, dans ce cas de dépit, de s'en sortir. Et puis ensuite, on sait que sur place, on a aussi les forces spéciales. Les forces spéciales sont déjà sur le terrain, cachées, des fois pendant plusieurs mois. Et donc, on sait que lorsque l'on va arriver dans une situation comme celle-ci, on sait qu'on va être secouru, on sait que tous les moyens vont être mis en œuvre et donc c'est pour ça aussi qu'on part pour ce genre de mission parce qu'on sait qu'il y a un soutien derrière qui va être construit pour nous récupérer et s'en sortir. Merci beaucoup Olivier Payet, merci infiniment pour votre témoignage. Je vous rappelle que vous êtes un ancien pilote de chasse de Mirage 2000, auteur de ce livre Résilience et mentale de combat. Merci infiniment d'avoir été en direct dans le grand dossier. Alors évidemment, avec cette opération de sauvetage, la question se pose également du rôle d'Israël. L'État hébreu a visiblement participé à cette opération de sauvetage. On va prendre la direction de Tel Aviv, justement. On retrouve notre correspondante sur place, Bethsabée Salem. Est-ce qu'on sait comment Israël a participé à cette opération de sauvetage ? Alors, on ne dispose pas d'informations claires ou officielles pour le moment. Selon le média iranien d'opposition Iran International, une source Israël anonyme aurait confié que 2 unités commando très connues ici auraient participé à cette opération. Il s'agit de l'unité Shal-Dag, déjà, qui est connue pour des infiltrations en territoire ennemi, des opérations discrètes, rapides, et puis il y a l'unité Sayeret Matkal. Si vous avez peut-être entendu ce nom, elle a participé à la libération d'otages à Entebbe en 76 et eux, ce sont plus des opérations de contre-terrorisme ou de libération d'otages justement. Donc ça, ce n'est pas confirmé. On peut estimer aussi qu'Israël a soutenu les États-Unis en termes de renseignement parce qu'Israël a des satellites, notamment au-dessus de l'Iran, qui lui permet de observer, de surveiller des centaines de cibles simultanément, jour et nuit, et quelles que soient les conditions météo. Et puis, une autre façon d'aider les États-Unis, c'est qu'Israël a suspendu ses frappes dans la région et qu'au contraire, comme une sorte de stratégie de diversion, a multiplié des frappes ces dernières 24 heures dans d'autres zones, au centre et à l'ouest, donc pour soutenir d'une façon indirecte les États-Unis dans ces opérations de sauvetage. Merci beaucoup, Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv. Merci également à Liat Lerner qui vous accompagne. Edouard Kuckerman, je rappelle que vous êtes un ancien porte-parole de l'armée israélienne. Ça vous semble crédible, cet appui de commando israélien pour cette opération? Au contraire, on était uniquement dans le renseignement. C'est ce qui a été effectivement annoncé dans ce média Iran International, mais je pense que ces 2 unités ont beaucoup d'expérience en la matière. L'une des unités Shal-Dag, c'est une unité spéciale de l'armée de l'air qui cible des cibles précises sur le terrain. Et la Sayeret Matkal, c'est d'ailleurs l'unité dans laquelle a servi Benjamin Netanyahu, donc qui est assez connue et qui a été effectivement celle qui a fait l'opération en Entebbe. Donc ils ont vraiment une expérience qui peut apporter un support, mais on ne connaît pas les détails. Alors, est-ce que on sait que les objectifs, on en a beaucoup parlé sur LCI, sont distincts. D'un côté, les objectifs américains, de l'autre, les objectifs israéliens.
mais tout de même, avec cette aide israélienne, est-ce que ça va compter ? Est-ce que les Américains vont se souvenir que pour aller sauver un de leurs boys, les Israéliens sont venus en aide ? Marc Semo. C'est une opération conjointe depuis le début. Il n'y a jamais eu une telle coopération entre l'armée américaine et l'armée israélienne. Et un officier israélien disait en plaisantant que c'est la première fois qu'on mène une guerre en anglais. Parce que bon, il faut causer aux Américains. Donc c'est déjà totalement imbriqué. Alors ensuite, en partie, c'est vrai, les objectifs divergent, mais surtout les calendriers. C'est-à-dire les objectifs, bon, ils sont flous du côté américain, mais il y a arrêt du nucléaire, etc. C'est ça, c'est toujours l'objectif. Les réductions des capacités balistiques, Hormuz et tout ça. Du côté israélien, l'assistance est évidemment plus sur le changement de régime, mais la vraie différence, elle est sur le calendrier. C'est-à-dire à un moment, on peut imaginer que les Américains, que Donald Trump, si le coût politique, diplomatique, économique de la guerre devient trop fort, prennent ses pertes et se retirent, alors que les Israéliens ne sont pas du tout dans le même calendrier et veulent continuer, même si évidemment ils ne pourront pas continuer de la même manière seuls. Oui, mais vous parlez de calendrier. Est-ce que cette opération de sauvetage, elle peut changer un petit peu le calendrier ? Rapprocher peut-être les Israéliens et les Américains ? Alors, il y a deux choses avec le calendrier. La première, c'est que pour des raisons évidentes, les Israéliens, c'est une menace existentielle qui est dans le voisinage, donc le rapport n'est pas le même, et l'opinion publique et le soutien israélien n'est pas le même que le soutien américain. C'est-à-dire, il y a du soutien à cette guerre en Israël qu'il n'y a pas aux États-Unis, même parmi les républicains, même s'il y a une majorité des républicains qui sont pour Donald Trump. Je pense que, et Donald Trump remercie quand même Israël pour leur aide. Effectivement, on est dans une opération conjointe, et ça c'est très important à souligner, mais je pense qu'il a eu raison pour son public, notamment pour ceux qui accusent notamment de la droite de la droite, l'extrême droite MAGA, qui accuse Israël d'avoir entraîné les Américains et de mettre en péril à les soldats américains, de rappeler aussi qu'ils sont là au bon moment. Pour l'opinion publique, en tout cas une partie de l'opinion publique républicain, ça peut être effectivement quelque chose qui joue. Alors effectivement, une fois cette opération de sauvetage réalisée, on se pose la question, est-ce que Donald Trump va être galvanisé par ce succès, ou au contraire, est-ce qu'il va se poser des questions sur le risque d'envoyer certains de ses hommes sur le terrain en Iran ? La déclaration aujourd'hui de Donald Trump, en tout cas, peut nous permettre peut-être d'avoir un premier aperçu. Deux déclarations. La première, elle est apparue sur son réseau social Truth il y a 2 heures maintenant, avec une menace concrète du président américain envers le régime iranien. Je le cite, « Mardi sera le jour des centrales électriques et le jour des ponts. Comprenez, Donald Trump s'apprête à frapper les centrales électriques et les ponts. Ouvrez ce foutu détroit d'Ormuz, je cite encore une fois le président américain, pardon pour le langage, où vous allez vivre l'enfer. » Encore une fois, c'est un ultimatum qui est lancé 24 heures après un rappel, entre guillemets, de cet ultimatum hier, encore une fois, sur son réseau social Truth. Et 1 heure plus tard, on a le président américain qui s'exprime à la télévision américaine, précisément sur Fox News, et qui nous annonce qu'un accord, et peut-être pourrait en tout cas être trouvé d'ici 24 heures. Comment vous analysez ces doubles déclarations, ces triples déclarations, même si évidemment c'est toujours très compliqué d'analyser le président américain. Je ne sais pas si Edouard Koukaman voulait répondre. Comment vous analysez ? Est-ce que pour vous, on est plus sur le bad cop, si je puis dire, de la menace, ou au contraire, vous envisagez peut-être qu'un accord pourrait être trouvé ? Je pense que Trump essaie d'arriver à un accord, mais je doute qu'il puisse y avoir un accord parce qu'il y a un tel décalage entre ce que les Américains demandent et ce que les Iraniens sont prêts à offrir. Mais il y a un point, je voudrais revenir sur cette coopération entre Israël et les États-Unis. C'est vrai que c'est un duo qui est incroyable. On a également il y a une synergie qui est très forte. L'opération et la coordination se fait de manière extraordinaire. Mais il y a un point qui est quand même très décevant, c'est qu'on se retrouve très seul. C'est-à-dire qu'on s'attendait contre un ennemi qui menace non seulement Israël, mais l'ensemble des pays du Moyen-Orient, qui menace l'Europe et qui surtout menace les Américains, qui avaient un intérêt commun de l'ensemble des pays, des démocraties, d'agir contre l'Iran. Or, ça rappelle un peu la fameuse phrase de Churchill qui avait dit c'est la léthargie des démocraties, ou cet esprit munichois qu'on voit où l'Europe ne fait rien, et en particulier là, quand on voit la décision des Nations Unies qui a été prise et que la France a voté avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, contre les États-Unis et contre les pays du Moyen-Orient, on voit que maintenant la France ne met pas seulement à dos les États-Unis, mais elle se met à dos l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et ça, c'est surprenant, dans un contexte où il y a une initiative qui a été prise par les pays du Moyen-Orient
de libérer le détroit d'Ormuz, et la France s'oppose à cette décision. Donc je pense que c'est quelque chose qui va marquer toute la diplomatie qu'aujourd'hui a la France, non seulement avec les États-Unis, mais avec les pays du Golfe. Alors avant de revenir précisément sur le détroit d'Ormuz, on va juste encore une fois revenir sur ces déclarations américaines. Comment vous les analysez, vous, colonel Michel Goya? Il parle de faire vivre un enfer au régime iranien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il envisage des troupes au sol? Ça veut dire que c'est une nouvelle campagne de bombardement sur le détroit d'Ormuz, sur l'île de Khark, sur les centrales? Bon, c'est effectivement toujours un peu difficile d'analyser la stratégie trumpienne, à la trumpienne. Alors, petit point technique d'abord. Je parlais tout à l'heure de l'emploi d'avions Dash 8. A priori, c'est pas ça. C'est des C-295 qui ont été utilisés. Voilà, avant que je me fasse engueuler sur les réseaux sociaux, je rectifie le point. Ensuite, sur cette déclaration, allez, on va dire. En gros, au début, il y avait deux théories de la victoire. Première théorie de la victoire, par une campagne aérienne, on peut tout casser, toute la menace militaire iranienne, les missiles, le programme nucléaire, éventuellement toutes les menaces sur la côte, tout ça, on peut le détruire ça. Et une fois qu'on a réduit ça à zéro, eh bien, le régime est impuissant militairement, et puis on a éliminé la menace, et donc là, une victoire militaire. Il y a une autre théorie de la victoire, plus politique, qui était une version plutôt israélienne d'ailleurs, de dire, voilà, on va on va détruire en réalité le régime, on va tuer tous ses membres les uns après les autres, on va désagréger le système de sécurité, et voilà, le régime soit va se désagréger, soit être suffisamment affaibli pour pouvoir être remplacé, pouvoir être abattu par une opposition. Bon, et là, en réalité, avec le discours de Trump, qui lui-même disait il y a quelques jours, on est à 2 doigts de la victoire, c'est bientôt fini, il y en a pour 2-3 semaines. Là, je m'en fiche du détroit d'Ormuz. Oui, le détroit d'Ormuz, c'est pas mon problème, etc. Et là, il change de théorie en disant, maintenant, la victoire, ce sera lorsque ce régime va se soumettre. Et donc, j'emploie une autre méthode qui est celle de la menace maximale. Alors, on fait plus de raids, on va continuer à faire des frappes sur des objectifs militaires. Au passage, il aurait été peut-être possible d'utiliser, de faire des raids comme ceux qu'on vient de connaître aéroterrestres pour compléter ces attaques sur les missiles, sur le programme nucléaire, sur tout ce que vous voulez, sur la côte, etc. Non, il n'avait pas question. Là, il dit, on appelle ça en anglais une mission creep, c'est-à-dire qu'on change de mission, on élargit la mission et on dit on va tout casser. On va menacer en tout cas de tout casser pour obliger le gouvernement à se plier à ses exigences. Et à mon avis, c'est une dérive extraordinairement dangereuse. D'abord, c'est un peu un aveu d'impuissance. Ça veut dire que les deux théories de la victoire que j'évoquais tout à l'heure, on n'y croit plus. Enfin, en tout cas, Donald Trump n'y croit plus tellement. Et puis deux, c'est on dire on va commencer maintenant à taper tout azimut. On va taper non plus sur le régime, mais on va taper sur l'Iran. La population, maintenant, on s'en fout. L'opposition, maintenant, c'est même plus dans le discours de Donald Trump. C'est maintenant, je vais tout casser. Et à mon sens, ce serait une catastrophe et ce serait complètement voué à l'échec. Juste avant de vous donner la parole, Marc Semo, on va prendre la direction de Doha, au Qatar, où on retrouve notre envoyé spécial Marianne Kotnoff avec Marine Truchot, parce que, évidemment, Donald Trump met la pression sur l'Iran pour rouvrir ce détroit d'Ormuz. Et on vient de l'apprendre, les Émirats arabes unis se disent prêts à se joindre à tout effort, je cite, mené par les États-Unis pour rouvrir ce détroit. Donc Donald Trump, justement, qui a le soutien, notamment des Émirats arabes unis. Alors ça fait quand même quelques jours qu'ils le disent et qu'on entend cette musique. D'ailleurs, c'est le sens des discussions qui ont lieu à l'ONU, parce que les Émirats, mais pas que, il y avait aussi tous les pays du Golfe qui voulaient se joindre à ça, notamment emmenés par Bahreïn, de se joindre effectivement à l'effort de guerre et donc d'aider les États-Unis, se joindre aux États-Unis pour libérer le détroit d'Ormuz, mais sous égide de l'ONU, donc avec un vote à l'ONU, et c'est tout le sens des discussions qui ont lieu en ce moment à l'ONU. Cela dit, oui, ils veulent se joindre à Donald Trump, dans la mesure où, effectivement, ce détroit d'Ormuz fermé, ils le voient d'un très mauvais œil, parce que bien sûr, ça paralyse tout le trafic maritime, et puis surtout, ils ne veulent surtout pas que Donald Trump se désengage de la guerre sans avoir réglé ce problème du détroit d'Ormuz, parce qu'il voit bien que maintenant, l'Iran, un voisin encombrant, jusqu'ici un voisin difficile, mais avec lequel il s'accommodait plus ou moins, peut avoir la main mise sur ce détroit d'Ormuz, imposer des droits de passage qui peuvent être très onéreux, et puis surtout, il semble que la menace sera toujours là. Donc ce qu'ils veulent surtout, c'est
c'est arriver à une solution rapide. Alors après, vous avez le Qatar, là où on se trouve, qui lui est dans une autre position, qui serait plus, enclin à une désescalade. Donc on voit qu'il n'y a quand même pas toute une unité parmi tous les pays du Golfe. Néanmoins, c'est dans ce sens-là que ça va donner un coup de main à Donald Trump pour que, évidemment, cette situation soit réglée le plus vite possible. Parce qu'ici, eh bien, le tourisme est paralysé, mais pas seulement, toute l'économie de ces pays du Golfe est impactée. Merci beaucoup, Marianne Cotneuf. Merci également à Marine Truchot. Marc Semo. Oui, justement, Donald Trump ne peut pas se désintéresser du détroit d'Ormuz. Contrairement à ce qu'il dit. Contrairement à ce qu'il dit, et là, c'en est de nouveau la confirmation. La première puissance militaire mondiale, qui sont les États-Unis, elle est avant tout la garante de la liberté de navigation. C'était avant la Grande-Bretagne qui avait ce rôle pendant tout le 19e siècle, la moitié du 20e, début du 20e. Ensuite, c'est les États-Unis. Donc, accepter ce qui est de fait une privatisation ou un contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, qui ferait du passage sélectif. Vous êtes un allié, ok, un ami, vous payez cher, vous pouvez passer. Vous êtes un ennemi ou vous êtes lié à des ennemis, vous ne pouvez plus passer. Et totalement inacceptable, d'abord pour les États-Unis, c'est ce principe même de ce rôle qu'ils ont au niveau mondial qui est défié ouvertement. C'est inacceptable aussi pour ce que dit votre correspondante, la majorité des États du Golfe, à commencer par les Émirats, qui là-dessus sont les plus vaillants, le Qatar étant comme d'habitude relativement ambigu vis-à-vis de l'Iran. Donc pour toutes ces raisons, il est obligé de mettre la pression. Et juste un dernier point, ces tirades contradictoires dans tous les sens, ces menaces tous azimuts, etc., c'est aussi celle d'un homme qui ne comprend pas que les Iraniens ne cèdent pas. Il y avait cette phrase de Witkoff, il y a quelques semaines, au tout début de la guerre, où Witkoff disait, oui, Donald Trump est effectivement très surpris que malgré le dispositif qui se masse autour de l'Iran, finalement, il continue à tenir. Et on est dans cette situation où, quelque part, comme un enfant trépigne, et puis, les Iraniens font cette guérilla stratégique et ils parient sur la durée. Edouard Cockerman. Oui, d'abord, ça ne concerne pas que les pays du Moyen-Orient et les États-Unis, ça concerne aussi l'Europe. Et c'est pour ça qu'on est surpris de voir que l'Union européenne et surtout la France s'opposent à la décision des Nations Unies. Alors, je ne comprends pas à quel point, quel est l'intérêt de la France de ne pas agir avec les pays du Golfe pour libérer ce détroit. Par ailleurs, ce que je voulais dire par rapport à la remarque que vous avez faite sur l'intervention américaine. Moi, j'ai une vision très différente. Je pense que aujourd'hui, il y a 85% de la population iranienne qui veut se débarrasser de ce régime des mollahs. Il y a 15% de la population qui dépend financièrement de ce régime, que ce soit l'armée, que ce soit la corruption qui finance tout ça, mais tout ça est financé grâce au pétrole et au gaz. À partir du moment où les Américains vont attaquer ces infrastructures, pour moi, ça va être un catalyseur de la fin de ce régime. Alors, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre des semaines, on ne sait pas. Mais comme ce financement, aujourd'hui, permet la reconstruction militaire de l'Iran, le jour où c'est terminé, je pense que, déjà, ils ont une situation très compliquée parce qu'on a vu avant la guerre qu'il y avait presque plus d'eau et plus d'électricité dans une ville comme Téhéran. Donc, à partir du moment où cette source de financement est affectée, je pense que c'est une question de temps pour voir ce régime disparaître et se débarrasser également de tous les proxys, soit le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, qui aujourd'hui sont financés et qui sont armés par ce régime. Et justement, on en viendra juste après dans le grand dossier sur la puissance du pétrole aujourd'hui pour l'Iran, justement pour financer cette guerre. Mais évidemment, encore une fois, on est dans la guerre de communication parce qu'on a Donald Trump qui promet l'enfer au régime iranien. Et de l'autre côté, on a les Iraniens qui promettent également un enfer à Donald Trump et à tous les pays du Golfe, justement, si jamais l'attaque américaine continuait. Et justement, on écoute justement le porte-parole des gardiens de la Révolution qui promet également l'enfer. Nous déclarons par la présente que l'Irak, notre pays frère, est exempté de toutes les restrictions que nous avons imposées dans le détroit d'Ormuz. Car ces restrictions ne s'appliquent qu'aux États hostiles. Nous accordons le plus grand respect à la souveraineté de la nation irakienne, car vous êtes une nation qui porte les cicatrices de l'occupation américaine et de ses conséquences. Et votre résistance inébranlable face à l'Amérique mérite louanges et honneurs. Vous avez prouvé dans les faits que vous êtes une nation qui ne se soumet ni ne s'incline devant le système hégémonique. La région deviendra un véritable enfer pour vous.
Pour cette déclaration, il s'exprimait également justement sur le passage au bateau irakien dans le détroit d'Ormuz, décision il y a quelques heures du régime iranien. Pour faire le point également sur cette menace militaire, encore une fois iranienne, William Delesseux, vous nous avez rejoint, car malgré tous ces bombardements aujourd'hui, eh bien, les installations militaires iraniennes sont toujours bien présentes et avec notamment de nombreuses frappes ces dernières heures. Oui, absolument. Ces installations, elles sont capables de se reconstituer extrêmement vite. C'est ce qu'on a appris dans un article de nos confrères du New York Times. Cela se passe sous terre. L'Iran dissimule en fait une grande partie de ses lanceurs dans des bunkers ou des grottes afin de les protéger d'éventuelles attaques. Une installation est bombardée par les Américains ou les Israéliens. Elle apparaît sur les images aériennes et satellites réduites en ruines. Eh bien, ce qu'on apprend de nouveau, c'est qu'elle peut être réinstallée quelques heures, quelques jours seulement par l'Iran plus tard, en déterrant au bulldozer des installations cachées. Le pays a conservé environ la moitié de ses missiles et de ses capacités de lanceurs, d'après nos confrères de CNN. Cela vaut aussi pour les drones. Des milliers pourraient encore être lancés contre les pays du Golfe, les intérêts américains ou encore les intérêts israéliens dans les prochaines semaines. On l'a déjà vu d'ailleurs ces toutes dernières heures avec des attaques contre les installations énergétiques des pays du Golfe. Alors, est-ce que c'est un constat d'échec pour les États-Unis ? Alors, en tout cas, les renseignements américains semblent assez surpris de cette capacité des lanceurs à se reconstituer comme une pieuvre. Il y a quelques semaines encore, Israël revendiquait avoir détruit 70% des capacités iraniennes, un chiffre totalement caduc aujourd'hui. L'armée américaine n'est pas capable aujourd'hui d'avancer le chiffre précis de lanceurs qui resteraient à détruire. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a reconnu que l'Iran allait continuer à tirer, on le voit, mais dans le même temps, il assure observer une diminution du nombre de tirs journaliers vers les Américains et leurs alliés. Merci beaucoup, William Delesseux. Emmanuel Véron, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que la moitié a déjà été détruite ou que il reste encore la moitié ? Les deux. Les deux, mais... Les deux. Non, il y a effectivement le sujet des stocks, ce dont ils disposent encore, c'est-à-dire des drones, ce que vous venez d'évoquer, et des missiles. Ça, c'est un premier sujet. Effectivement, il y a probablement, avec des pincettes quand même, c'est toujours difficile à évaluer, la moitié aurait été détruite. Il est évalué fin février, peut-être 82 000 drones Shahed, avant les opérations, le déclenchement des opérations côté iranien. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de vecteurs. Et les missiles, c'était plusieurs milliers, en gros entre 4 et 5 000, en fonction de la nature des missiles. Beaucoup ont été détruits, beaucoup de lanceurs ont été détruits. Ce qui est intéressant, c'est sur ce stock, est-ce qu'ils sont capables de les mettre en œuvre ou pas ? A priori, oui. Et surtout, c'est quelles sont les autres capacités, avec le lien avec la Russie, avec le lien avec la Chine, pour reconstituer une partie de ces armements. Je m'explique très brièvement. Il y a une recrudescence, un certain nombre d'instituts, l'Institut pour la guerre, l'américain, l'ISW, qui est beaucoup consulté pour faire des analyses sur l'Ukraine et autres, mais il y a d'autres ONG, etc., qui regardent ça de près, montrent par photos satellites et photos aériennes des vecteurs maritimes, des navires qui partent du port de Gaolan, à côté de Zhuhai, là, à côté de Hong Kong, avec du perchlorate de sodium, qui est un élément dans la pétrochimie chinoise qui rentre dans la composition du carburant, de la propulsion des missiles. Donc, autrement dit, la Chine participe au programme missilier iranien. Une anecdote, après la guerre des 12 jours l'année dernière, en juin 2025, le gouvernement, le régime de Téhéran avait fait une demande expresse à la Chine de dire « Aidez-nous, s'il vous plaît, à nous livrer davantage de ce perchlorate de sodium pour reconstituer des stocks qui avaient été en partie détruits dans le cadre des affrontements, dans le cadre de la fameuse guerre des 12 jours. » Donc on voit bien qu'il y a ce sujet-là. C'est dans quelle mesure le régime iranien, avec pas ses alliés, mais ses partenaires proches, pour que les Américains s'enlisent, pour le faire le plus mal possible aux Américains et aux Israéliens, dans le cadre de ces opérations, sont capables. Et la même chose pour des composants. On avait l'expérience du soutien à la Russie dans ses composants pour faire des drones, mais également d'autres armements sur le théâtre en Ukraine. Il se passe exactement la même chose pour la guerre en Iran. Donc quels sont les vecteurs possibles, quelles sont les voies d'acheminement ? À ce stade, a priori, c'est plutôt la voie maritime qui est privilégiée, notamment depuis la Russie ou depuis la Chine, pour venir soutenir et compléter les forces et refaire en partie des forces iraniennes. Il y a les alliés, et puis il y a ce que disait Edouard Cockerman il y a quelques instants, il y a le pétrole.
Juste regarder un chiffre qui confirme peut-être ce que vous disiez, Edouard Cockerman. L'argent que se fait aujourd'hui le régime iranien en devenant juste le seul exportateur de pétrole aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, puisque de fait, il n'y a quasiment que du pétrole iranien qui passe. Il n'y a plus de pétrole saoudien, koweïtien, en tout cas de ces pays-là. 140 millions de dollars par jour, ce sont les estimations données par l'Institut Kepler. C'est 25 millions de dollars de plus par rapport à février. Autrement dit, avant la guerre. Donc ça veut dire, si je confirme, que ce sont d'abord, avant d'attaquer ces sites stratégiques, militaires, balistiques, ce serait peut-être d'attaquer les sites pétroliers. Mais je voudrais mettre également ces chiffres en perspective, parce que ce que perd l'Iran chaque jour est bien au-dessus des 140 millions de dollars par jour. Il faut également mettre en perspective la menace iranienne. Ils n'ont plus d'armée de l'air, ils n'ont plus de navires de combat. Ils sont aujourd'hui, en termes de missiles, il y a par exemple le plus grand stock de missiles qui a été détruit, qui était dans une ville souterraine qui a été détruit. On avait à peu près un rythme en Israël au début de 100 missiles par jour qui visaient Israël. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 missiles par jour. Donc, à mon avis, c'est une question de temps. C'est pas ça va durer encore 1 semaine ou 2 semaines, mais on espère très rapidement, il y aura très peu de missiles dont disposeront le régime iranien. Un mot, colonel. Oui, j'aimerais être aussi optimiste, mais d'après mes calculs, il y en a au moins un minimum pour 2 mois. Au rythme actuel de lancement, de destruction, de production, ils continuent à fabriquer des missiles. On en a au minimum pour 2 mois, entre 2 et 4 mois, que ce soit missiles d'ailleurs ou drone d'attaque. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut accepter ces tirs pendant 2 mois minimum, sachant que de l'autre côté, on souffre aussi en termes de consommation de missiles intercepteurs, etc. Ou pas. Et dans ce cas-là, il faut peut-être changer de méthode, peut-être augmenter la traque de ces missiles, augmenter les frappes sur ces régions, peut-être compléter ces frappes par des raids aéroterrestres pour aller traquer vraiment, se concentrer sur cette menace particulière. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, cette bataille particulière, parce qu'il y a plusieurs batailles juxtaposée, allez, on va dire qu'elle est pour le moins indécise. Effectivement, il y a l'autre bataille qui est celle du golfe du détroit d'Ormuz, où là, pour l'instant, les Iraniens ont l'avantage, incontestablement. Ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz. On peut tourner le problème dans tous les sens. Donald Trump essaie de dégager ce détroit par la menace. Mais, à mon avis, il faudra peut-être certainement davantage y aller par la force. Elisabeth ? Et vraiment, cette question de production est vraiment problématique, parce que on savait combien ils avaient plus ou moins en commençant, mais on doit se concentrer aujourd'hui, en réalité, sur combien ils arrivent encore à fabriquer, et avec l'aide, notamment, je disais, l'Institut pour la guerre, des Iraniens, enfin des Russes et des Chinois, parce que ça rapporte aussi à ce qui se passe ailleurs sur d'autres fronts, et cet axe chinois, russe, iranien, et à quel point c'est néfaste pour le monde entier. Et cette production, si ça continue, bien évidemment, ça peut porter préjudice à tous les pays du Golfe, Israël et la région. Et ça, que ça soit attaqué, par exemple, ou frappé sur des sites de production ou des sites pétrochimiques, ça aussi, ça doit être bien évidemment quelque chose qui... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire pression sur la Chine, la Russie ? Oui. C'est possible, ça ? Pour le moment, oui, ça serait dans l'absolu possible. Comment que l'on voit là-dessus de nouveau les ambiguïtés de Donald Trump, qui au moment où il y a eu un certain nombre d'informations qui sont sorties sur l'aide active du renseignement russe éventuellement et autres dans les frappes, y compris visant des intérêts américains, Trump a eu une phrase, je cite de mémoire, nous on aide l'Ukraine, ils aident l'Iran. Mais c'était... Voilà, dans le même temps, il lève l'embargo sur le pétrole russe. Voilà. Donc, on se retrouve dans cette situation. Et le pont qui a été bombardé, là, je nuance ce que disait le colonel hier, ce pont, c'était quand même un pont qui était le pont d'autoroute qui venait de la Caspienne. Donc, alors c'est vrai que les missiles, ils prennent pas nécessairement l'autoroute, mais voilà. Mais disons, les bombardements qu'il y avait eu sur les installations portuaires de la Caspienne et tout étaient quand même très ciblés parce que l'axe de ravitaillement, ça reste et ça pourrait être encore plus la Caspienne. Ça vient directement Russie, Caspienne et Iran. Emmanuel Véron, pour en revenir justement à l'aide des alliés, comment faire pression aujourd'hui sur la Russie et la Chine ? Par exemple, vous avez Donald Trump qui annule son voyage à Pékin il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui était prévu là, fin mars, début avril. Mais ça fait trembler Xi Jinping, ça ? C'est en partie pour ça
que le voyage a été reporté et qu'à ce stade, il n'est pas reprogrammé de manière ferme. Il y a eu des évocations autour de la mi-mai, des choses comme ça, mais pour l'instant, rien de ferme. Autrement dit, tant que la situation de la guerre en Iran, la situation à Hormuz n'est pas stabilisée d'un point de vue américain et israélien, Trump n'ira pas à Pékin. C'est aussi clair que ça. Maintenant qu'il commence à y avoir dans le domaine public des affaires sur ce fameux institut ISW, etc., que la Chine livre ce fameux composant pour la combustion, la propulsion des missiles, mais aussi d'autres sujets, il est difficile à imaginer qu'il y ait des destructions à la fois en Israël, très précises de ciblage sur des équipements militaires américains un peu partout, côté rive des monarchies du Golfe, des radars, etc., d'intercepteurs, sans une aide et un soutien du renseignement spatial, du géospatial russe, mais surtout en fait chinois. Pourquoi ? Parce que, je fais très bref, depuis l'année dernière, il y a une confirmation complète de l'usage du système de navigation Beidou chinois de la partie de Téhéran. Ce qui fait que la Chine met à disposition ses capacités géospatiales au profit des forces iraniennes pour cibler les forces américaines et israéliennes.